La chronologie en occlusodontie, eh bien, c'est évidemment une observation clinique, mais c'est ensuite obtenir une relation mandibulo-maxillaire de référence, que ce soit avec une gouttière, un jig, un plein rétro-incisif. Cette relation doit être telle qu'il n'y ait aucune contrainte neuromusculaire ni articulaire. Ensuite, c'est de l'enregistrer. Enregistrer cette relation mandibulo-maxillaire de référence. Toutes les techniques, en fait, comportent un point d'appui antérieur, souvent qui est un axe frontal, et un matériau d'enregistrement postérieur non perceptible. Ensuite, les modèles montés sur articulateur, on procédera à une analyse occlusale. Viendra à ce moment-là ensuite la possibilité de faire une équilibration soustractive ou additive de ces modèles d'étude. Et cette équilibration devra être telle que nous ayons une intercuspidie unique et précise en relation mandibulo-maxillaire de référence, telle qu'il y ait une non-contrainte, c'est-à-dire aucune contrainte neuromusculaire et articulaire. Après traitement, il sera alors possible de réaliser, si nécessaire, la technique dite de la cire percée. Il est parfois difficile de savoir à quel moment la frontière entre la physiologie et la pathologie existe. L'expression d'une pathologie neuromusculaire est relativement aisée à soigner, puisque avec une simple gouttière de détente neuromusculaire sur 4, 5, 6 semaines, on va obtenir l'essentiel d'une réparation. Par contre, au niveau des contraintes articulaires, des pathologies articulaires, les choses sont un peu différentes. Il y a des pathologies qui sont vraiment propres à l'articulation, et puis il y a des pathologies dont la cause est l'occlusion. Et à ce moment-là, l'occlusion est un facteur aggravant. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir définir quand même si l'occlusion crée une contrainte ou pas sur ces articulations. Car dans un cas comme dans l'autre, le but numéro 1 est d'avoir une absence de contrainte au niveau des articulations. Deuxième chose, est-ce que la pathologie est réversible ou pas ? Lorsque le désordre s'installe au début de l'ouverture de la mandibule, de la bouche, ou au début ou en fin de fermeture, c'est très proche de l'articulation, si ce désordre est proche du début et du fin de fermeture, à ce moment-là on peut penser que la pathologie articulaire est réversible. Dans le cas contraire, elle serait irréversible. Dans le cas où elle est réversible, nous avons la possibilité, de manière relativement simple, de tenter de pouvoir l'atténuer ou la supprimer. Lorsque l'on se retrouve en implantologie et qu'il y a présence de pathologie, il faut bien savoir que le réflexe occlusal passe par des fibres qui conduisent le signal de manière très lente, et de ce fait-là, la pathologie peut s'exprimer de manière différente. Lorsqu'il y a par exemple une surocclusion qui est reçue par les récepteurs desmodontaux, eh bien on a un signal qui est conduit par des fibres à grande vitesse de conduction, de l'ordre de 800 km/h, et qui envoie donc une information telle qu'on ait une manœuvre d'évitement lorsqu'on se trouve dans un contexte physiologique. Cette manœuvre d'évitement va permettre d'échapper à cette surocclusion. Par contre, si les informations arrivent de telle manière à saturer l'air cérébral réservé à l'occlusion, eh bien, ces signaux vont largement déborder sur les aires proximales et, par exemple, envahir l'air des mains et des pieds et provoquer des troubles posturaux. Si la même surocclusion se fait sur un implant, les récepteurs sont des récepteurs somesthésiques qui a faible conduction, faible vitesse de conduction, ce qui fait que le signal va arriver et transmettre peu d'informations à l'aire cérébrale d'occlusion, et de ce fait-là, il y aura peu ou pas de manœuvre d'évitement, et le patient va donc constamment buter sur ce contact de surocclusion.
On peut remarquer cliniquement que pour la moyenne de nos patients, la cérébralisation des points de contact de prothèses supraimplantaires, c'est-à-dire la prise de conscience de ces points de contact d'occlusion des prothèses supraimplantaires, pour pouvoir trouver véritablement une expression au niveau de manœuvres d'évitement, de prise de conscience, etc., eh bien, il faut un apprentissage, et que cet apprentissage se fait sur une durée de l'ordre de 9 mois. La qualité du signal pour une même information est donc différente suivant qu'il est reçu par des récepteurs desmodontaux ou par des récepteurs somesthésiques, comme dans le cadre de l'implantologie. De plus, la qualité des matériaux utilisés dans les faces occlusales va faire que ce signal va être d'autant plus important ou tempéré. La céramique n'est certainement pas un matériau biocompatible du point de vue de l'occlusion. C'est un matériau qui va transmettre, qui va exacerber, par exemple, une surocclusion. Le métal transmet une information, je pense aux métaux type nickel-chrome de très bonne qualité ou des ors de classe 4, va transmettre une information qui sera très proche de celle d'une dent. Quant aux résines, elles vont absorber une partie de l'information, ce qui fait que le patient aura tendance à se défendre en abrasant, en usant cette résine ou en la fracturant. On peut donc dire que le meilleur métal, du point de vue de la biocompatibilité, est certainement le meilleur matériau, pardon, qui est certainement le métal. On peut très largement accepter la résine en ce sens qu'elle va absorber une partie de l'information, mais que si elle est bien équilibrée, il n'y aura pas d'effet nociceptif. Quant à la céramique, il faut savoir que c'est un matériau excessivement difficile à utiliser en implantologie, en particulier pour toutes les dents d'appui que sont les molaires. Nous voyons ici comment un contact déflecteur peut induire une déviation mandibulaire et les conséquences que l'on a sur les ATM, qui peuvent être des mouvements complexes, que ce soit antérieurs ou postérieurs, c'est-à-dire propulsifs ou rétrusifs. Nous voyons cela dans un plan, mais on peut imaginer la même chose dans un deuxième plan qui serait un plan frontal. Nous voyons encore ici sur un cas réel qui a été ensuite scanné et qui ensuite se trouve avoir été réalisé en 3D en informatique. On voit très bien que si on supprime le contact déflecteur, à ce moment-là on retrouve une intercuspidie qui préexistait et qui était en fait vraisemblablement l'intercuspidie maximum dont chacun parle, mais qu'on a beaucoup de mal à définir. Que veut dire maximum? En fait, nous avons une intercuspidie qui préexiste et qui n'est pas utilisée parce qu'il existe un contact déflecteur. Il suffit en général, sur un ensemble de cas, j'ai pu vérifier que un contact, deux contacts, c'est-à-dire un coup de meule ou deux coups de meule, servent en général à retrouver cette intercuspidie. Rarement trois coups de meule. Ceci n'est pas du tout invasif, ce sont toujours des équilibrages des coronoplastiques qui se font avec des épaisseurs qui sont de l'ordre du centième de millimètre et qui permettent de retrouver une intercuspidie. Lorsque l'équilibrage n'est pas possible parce qu'il n'est pas de l'ordre du centième de millimètre et qu'il pourrait être invasif, il faut alors à ce moment-là soit utiliser des éléments prothétiques, soit utiliser par exemple une technique d'orthodontie. Une intercuspidie fonctionnelle ne peut être qu'une intercuspidie fonctionnelle dite de déglutition. Et pour cela, il faut respecter 5 clés. La position doit être unique et surtout précise.
La répartition des charges occlusales doit être sur les prémolaires et les molaires. Aucun mouvement de déviation mandibulaire lors de l'occlusion des dents. Cette intercuspidie doit permettre la fonction de déglutition et elle doit coïncider avec la relation mandibulo-maxillaire de référence. Cette relation mandibulo-maxillaire de référence, ce que les autres peut-être appellent la relation dite centrée ou myocentrée. 5 critères, 5 clés. Les dimensions verticales de repos et d'occlusion doivent être correctes. La posture mandibulaire doit être symétrique. Il ne doit y avoir aucune contrainte articulaire, aucune contrainte neuromusculaire. Et le champ fonctionnel, que ce soit dans le secteur antérieur ou postérieur, doit être respecté. Quelle est la nature des problèmes? Le premier, c'est comment obtenir et enregistrer cette relation mandibulo-maxillaire de référence. La clinique montre que dans la grande majorité des cas, il y a une déviation mandibulaire par évitement due à 1, 2, rarement 3 points de contact déflecteurs. Comment les trouver? Comment savoir si les 5 clés de l'intercuspidie fonctionnelle de déglutition et les 5 clés de la relation mandibulo-maxillaire de référence sont respectées? Les solutions: 1. Provoquer une détente neuromusculaire. 2. S'assurer qu'il n'y a aucune contrainte articulaire. Troisièmement, vérifier si la présence de pathologie, à ce moment-là, il doit y avoir une mise en condition neuromusculaire et articulaire. Quatrièmement, réévaluer les 4 clés de l'analyse occlusale. Le fait d'avoir un plan rétro-incisif, que ce soit sous forme d'un jig, c'est-à-dire concernant les 11 et 21, ou que ce soit un plan rétro-incisif qui aille de 13 à 23, nous avons, du fait du contact avec le bord libre du groupe incisivo-canin du bas, un réflexe de détente neuromusculaire. Ce réflexe est complété par une position semi-allongée, de telle manière à ce que les gros muscles du patient se détendent aussi. Il est évident qu'on peut obtenir une bonne détente neuromusculaire ainsi, après un port d'une demi-heure, chez un patient qui ne présente pas de pathologie avérée. Les dents antérieures sont des dents de préhension et non pas d'appui. Et le fait de les faire fonctionner en appui dans un système somesthésique, puisqu'il est non proprioceptif, eh bien nous avons ce réflexe de détente neuromusculaire qui se met en place à une seule condition, c'est qu'il y ait évidemment une désocclusion postérieure. Nous avons pu vérifier que le port, sur 8 jours, 15 jours, 3 semaines, ne modifiait pas les résultats. Qu'en fait, ils étaient obtenus à une demi-heure, 3/4 d'heure de port. Pour avoir une meilleure analyse occlusale, c'est-à-dire une superposition des points de contact, il faut à ce moment-là utiliser une gouttière de type SLT comportant des points de contact jusqu'aux 16 et 26 et permettant une complète détente neuromusculaire par des équilibrages successifs. La différence entre les deux propositions, plan rétro-incisif ou gouttière de type SLT, se fait en fonction d'indications. Dans le cas de pathologie, la gouttière rend de meilleurs services cliniques. Dans le cas de non-pathologie avérée, il faut savoir que la reproduction à distance de la technique du jig ou du plan rétro-incisif montre que nous avons les mêmes points de contact sur les mêmes versants des mêmes dents. Mais que pour avoir une superposition de ces points, il faut en moyenne
avoir 5-6 semaines de port nocturne d'une gouttière de type SLT rééquilibrée au moins une fois par semaine. Pour enregistrer une relation mandibulo-maxillaire de référence, il nous faut d'abord l'obtenir. Pour l'obtenir, nous pouvons, dans la technique montrée, réaliser un plan rétro-incisif de canine à canine sur une plaque thermoformée. Le patient est en position semi-allongée, il est allongé de manière symétrique, jambes décroisées, et il ne présente pas de pathologie avérée. Après une demi-heure de port, nous enregistrons cette position à l'aide d'un matériau non perceptible de type pâte oxyde de zinc afin de pouvoir réaliser notre montage sur articulateur. L'avantage de réaliser un plan rétro-incisif sur une gouttière thermoformée est le fait de pouvoir repositionner cette gouttière sur le modèle maxillaire avec une parfaite stabilité et de ne pas avoir une erreur due à une cire ou à une mise en articulateur souvent aléatoire. La précision obtenue par cette technique est le fait de pouvoir la reproduire à 8 ou 15 jours et de vérifier qu'on aura les mêmes points de contact sur les mêmes versants, sur les mêmes dents. Par contre, ces contacts ne sont pas forcément superposés. Lorsque nous voulons obtenir une relation mandibulo-maxillaire de référence très précise, nous utilisons une gouttière dite SLT, portée pendant 5 à 6 semaines, rééquilibrée régulièrement, qui va est portée de manière nocturne et qui va permettre au patient d'avoir une détente neuromusculaire suffisante pour obtenir une relation mandibulaire maxillaire de référence de qualité. Elle sera ensuite enregistrée, cette relation mandibulo-maxillaire, à l'aide d'un matériau non perceptible de type pâte oxyde de zinc en position semi-allongée, symétrique, et nous pourrons avoir à ce moment-là une précision telle qu'à 8 ou 15 jours d'intervalle, nous ayons une superposition des points de contact au moment de l'analyse occlusale. Le fait d'utiliser la gouttière à la fois pour la détente neuromusculaire et à la fois pour l'enregistrement permet un report de cette gouttière sur les modèles à monter en articulateur avec une très grande stabilité et d'éviter des erreurs de mise en articulateur. Les erreurs de dimension verticale sont source de pathologie. Ce patient, du fait d'édentement partiel et du fait de prothèses inadaptées, se retrouve en dimension verticale sous-évaluée. Celle-ci provoque une supracclusion au niveau du groupe incisivo-canin. Cette supracclusion entraîne des parafonctions. On peut remarquer les abrasions de 31, 32 et 33. Et on peut remarquer aussi les altérations des articulations temporomandibulaires. Après détente neuromusculaire par une gouttière maxillaire, puis ensuite une mise en condition articulaire, libérant toute contrainte articulaire par des hémigouttières mandibulaires, eh bien, on a retrouvé une dimension verticale correcte. On peut remarquer à quel point elle était sous-évaluée. Nous savons que cette dimension verticale doit permettre la déglutition, doit respecter un espace libre. Il existe une limite supérieure à cette dimension verticale, telle que l'espace libre soit réduit et que cela devienne intolérable pour le patient.
ce qui fait qu'on aura dans les désordres les plus simples le fait que le patient devra serrer les dents pour pouvoir se reposer et aura une diminution de la qualité de sa phonétique. Le fait de serrer les dents pour pouvoir se reposer représente des contraintes très importantes au niveau de celle-ci et en particulier au niveau de prothèses qui seraient supra-implantaires. En cas de pathologie articulaire dite réversible, notre protocole est relativement simple. Dans un premier temps, on obtient une détente neuromusculaire sur une gouttière maxillaire de type SLT. Ensuite, on visualise sur cette gouttière, on repère sur cette gouttière la position à partir de laquelle ce désordre n'existe plus et on symétrise cette position. Et on règle l'articulateur dans cette position grâce à cette gouttière. Et on se retrouve avec un espace entre les dents prémolaires et molaires des secteurs postérieurs. On va donc utiliser ces espaces pour faire des hémigouttières de mise en condition articulaire, qui sont des gouttières avec des indentations, qui permettent lors de la déglutition au patient systématiquement d'avoir une fermeture et une déglutition sans désordre. Ces hémigouttières sont généralement conservées au moins 7, 8, 9 mois, voire 1 an et demi. On va vérifier au bout d'un certain temps qu'il n'y ait plus du tout aucun symptôme. On pourra même éventuellement prendre les radios, vérifier que les interlignes soient correctes. Et ensuite se posera le problème de savoir si on cautionne ou on ne cautionne pas cette position. Dans le cas où on décide de cautionner cette position, on estime qu'on ne peut pas faire mieux que cette mise en condition neuromusculaire et articulaire. Et bien à ce moment, on va réaliser les prothèses avec une occlusion qui cautionnera cette position dans laquelle on pense que le patient peut continuer à vivre tranquillement. Le champ fonctionnel, c'est en fait un volume à l'intérieur d'une enveloppe qui correspond à celle de la cinématique mandibulaire. Il faut distinguer un champ fonctionnel antérieur et un champ fonctionnel postérieur. Le champ fonctionnel, en fait, est le volume correspondant au mouvement décrit par les cuspides mandibulaires, que ce soit dans le secteur antérieur ou postérieur. Nous nous intéressons plus particulièrement au volume correspondant au surplomb vestibulaire. On a l'habitude de dire que le surplomb incisivo-canin doit avoir par exemple 2 mm de hauteur, 2 mm de profondeur. En fait, ce surplomb dépend du champ fonctionnel qui peut être étroit ou qui peut être large, qui peut avoir une hauteur plus ou moins importante et qui déterminera donc sur l'articulateur ce qu'on appelle à ce moment-là un guide antérieur, terminologie réservée à l'articulateur, un guide antérieur différent. Le guide antérieur est une donnée de l'articulateur. Le champ fonctionnel est une donnée clinique du patient. La flèche rouge montre une pente moyenne qui pourrait être utilisable sur l'articulateur. Mais puisqu'on a du mal à évaluer ce champ fonctionnel et le représenter, on utilise le trajet du bord libre des incisives mandibulaires et en fait on utilise la flèche verte, ce qui correspond globalement à une pente moyenne la plus faible. Le guide antérieur est donc une donnée de l'articulateur qui va induire un type de morphologie
occlusale des dents postérieures. Soit que ce guide antérieur est fort et on pourra avoir une désocclusion postérieure importante, donc on pourra utiliser des morphologies beaucoup plus accentuées, soit que ce guide antérieur sera faible et on aura à ce moment-là des morphologies bien moins accentuées au niveau des dents postérieures. En fait, le guide antérieur donne une première approximation de l'accentuation et de l'organisation des morphologies occlusales. Un articulateur anatomique respectant parfaitement l'ensemble du champ fonctionnel du patient permettra d'avoir une meilleure précision. Encore faut-il que cette précision soit utile. Lorsqu'on a une fonction canine avec un désengrainement postérieur important, on n'a pas besoin d'accentuer de manière importante les morphologies. Par contre, si on a un guide antérieur très faible, parce que le champ fonctionnel lui-même est faible, c'est-à-dire qu'il est large et il est peu haut, il a peu de hauteur, eh bien à ce moment-là, on a des morphologies qui doivent être optimisées pour être sûr d'avoir un bon calage postérieur, un bon verrou de l'occlusion, sans aucune interférence. Si le guide antérieur permet d'organiser sur l'articulateur les morphologies ou de faire une analyse occlusale, eh bien, il faut comprendre que le patient, lui, n'utilise pas véritablement ses dents comme l'articulateur pourrait les utiliser. En fait, les dents antérieures sont des dents de préhension qui ne servent pas d'appui lors de la déglutition et qui doivent simplement ne pas interférer dans le champ fonctionnel, donc qui doivent être organisées, construites, alignées en dehors ou à la limite de ce champ fonctionnel. De même que dans le secteur antérieur on puisse avoir des champs fonctionnels différents d'un individu à l'autre, dans le secteur postérieur, avec une certaine homothétie, nous avons des champs fonctionnels qui peuvent être étroits et verticaux, ou qui peuvent être par exemple larges et horizontaux. On aura, si le patient est sain, des morphologies qui seront soit accentuées, soit douces, en fonction du champ fonctionnel. Qu'est-ce que l'analyse occlusale en pratique? Eh bien, en pratique, ce sont deux modèles d'études sur un articulateur, dans une bonne relation mandibulo-maxillaire de référence. Nous allons fermer l'articulateur et rechercher les 1, 2, rarement 3 points de contact qui induisent une déviation mandibulaire. Nous allons pouvoir à ce moment-là supprimer cette déviation mandibulaire. Ensuite, nous allons pouvoir vérifier la nature du plan d'occlusion, etc., si on a cette clé. Dans des cas plus difficiles, effectivement, on pourra fractionner les modèles, que ce soit par secteur ou dent par dent. Nous allons voir quelques cas. L'analyse occlusale se réalise sur les articulateurs, sur un articulateur. Par contre, il faut que la dimension verticale de cet articulateur soit parfaitement réglée. Et cette dimension verticale ne peut être vérifiée que sur le patient, au fauteuil. Aussi, il est impératif que la dimension verticale ait été parfaitement réévaluée si nécessaire, afin de pouvoir avoir une lecture des modèles sur l'articulateur à la bonne dimension verticale d'occlusion. D'autre part, comme on l'a dit, les contacts prématurés et déflecteurs sont les premiers recherchés puisqu'ils induisent des contraintes musculaires et articulaires. Et on doit d'abord éviter, supprimer les mouvements d'évitement. On va donc, à partir de ce moment-là, libérer les contraintes neuromusculaires et les contraintes des ATM. Et puis ensuite, on va supprimer les contacts prématurés de surocclusion en intercuspidie
c'est-à-dire des contacts prématurés qui ne provoquent pas de déviation mandibulaire, mais qui se retrouvent à avoir augmenté la dimension verticale par une simple surocclusion. Puis on vérifiera qu'il n'y ait pas de contact prématuré en interférence dans les mouvements dynamiques de latéralité ou de propulsion, sauf évidemment en prothèse complète lorsqu'on recherche des contacts uniformément équilibrés, que ce soit en latéralité ou en propulsion. Dans le cadre de l'implantologie de la prothèse supra-implantaire, on se trouve dans deux cas limites. Celui d'un élément prothétique sur un plan, au milieu d'une arcade naturelle, ou alors tous les éléments prothétiques, au moins sur une arcade, sont sur un plan, qui est le même problème que si tous les éléments prothétiques sont sur un plan aux deux arcades. Lorsque nous avons un seul élément prothétique au milieu d'une arcade naturelle ou des deux arcades naturelles, le danger serait d'avoir une très légère surocclusion sur cet implant qui provoquerait un effort pas forcément très perceptible par le patient puisque le réflexe est somesthésique et qu'il n'y a pas d'information importante au cerveau. Ce qui voudrait dire que cette légère surocclusion va induire des contraintes qui vont être essentiellement au niveau de l'implant ou des pièces prothétiques. Lorsque l'ensemble des prothèses se trouve être sur des implants, nous sommes à ce moment-là dans le cadre d'un réflexe complet somesthésique concernant les contacts occlusaux. Il faudra à ce moment-là effectivement un apprentissage qui va se faire sur plusieurs mois. La moyenne que nous avons observée en clinique est de l'ordre de 9 mois, 1 an, qui va faire que le patient va utiliser comme un outil ces nouvelles prothèses sur implant. Les informations arrivent doucement, partiellement, au niveau de l'aire cérébrale d'occlusion, et il est très important que nous ayons des critères objectifs d'une bonne occlusion, car il y aura peu ou pas de retour de la part du patient en cas d'erreur de notre part. En implantologie, la prothèse supra-implantaire, dans son projet prothétique, doit respecter les 7 clés permettant d'évaluer des modèles d'études pour ce projet prothétique. Une attention particulière doit être donnée à 4 clés. Premier élément, l'occlusion est non proprioceptive. Elle doit donc être parfaite. Elle doit assurer une référence unique et précise du fait d'une topographie qui ne provoque aucune contrainte neuromusculaire et articulaire et qui soit parfaitement confortable pour déglutir. 2. Le champ fonctionnel, avec sa représentation au laboratoire sur l'articulateur par le guide antérieur, n'est pas proprioceptif. C'est-à-dire que les dents limitant ce champ fonctionnel ne peut en aucun cas être un garde-fou rappelant au patient la limite de sa cinématique. Il va falloir donc faire particulièrement attention à construire les groupes incisivo-canins supérieurs et inférieurs en dehors du champ fonctionnel, suivant un guide antérieur, de telle manière à ce qu'il n'y ait aucune contrainte, aucune pression sur les incisives et les canines. Si on peut définir un schéma occlusal sur l'articulateur, toujours pour pouvoir construire les morphologies occlusales. Le fait de choisir un schéma occlusal à fonction canine, fonction de groupe, ou dans le cas de la prothèse totale, bilatéralement équilibrée, il faut savoir que de toute façon, il s'agit d'un artifice de laboratoire pour organiser l'occlusion. Le schéma occlusal, lui, de toute façon, en bouche est non proprioceptif et
seule la partie postérieure du schéma occlusal va permettre au patient, comme on l'a dit, de pouvoir organiser sa déglutition. Donc, le seul schéma occlusal non proprioceptif qui permettra d'organiser cette déglutition est le fait d'avoir une référence unique et précise de cette occlusion. Les morphologies construites au laboratoire doivent assurer un verrou de l'occlusion et doivent assurer la référence topographique nécessaire pour la déglutition et surtout éviter les interférences dans les mouvements de latéralité et de propulsion, sauf dans le cas d'une prothèse adjointe totale, unie ou bimaxillaire. Ces morphologies sont conditionnées par les déterminants antérieurs et postérieurs de l'occlusion, mais la réalité en implantologie, c'est que ces morphologies vont devoir permettre au patient un apprentissage afin de pouvoir déglutir et d'avoir des fonctions phonétiques correctes. L'analyse occlusale réalisée sur ce cas clinique a été faite après un cas d'orthodontie. On peut remarquer un point de contact déflecteur sur la 1, sur la 37, qui a provoqué un mouvement de déviation mandibulaire vers l'avant et vers le côté droit. Ce contact supprimé, nous trouvons ensuite des contacts de surocclusion au niveau du secteur antérieur, puis ensuite au niveau de la 36. Nous avons donc un contact déflecteur et deux contacts de surocclusion. Nous remarquons sur ces photos qu'en haut et à gauche, nous avons la dimension verticale d'occlusion correspondant à celle qui permet la déglutition, c'est-à-dire que nous avons une intercuspidie qui est tout à fait correcte et qui correspond à l'intercuspidie maximum des anciens, et que cette intercuspidie coïncide avec la relation mandibulo-maxillaire de référence. En fait, il n'y a vraiment que deux dents qui gênent beaucoup, trois dents qui gênent beaucoup ce patient. Sur la photo à droite, on a replacé le premier contact prématuré et on voit très bien que ce contact prématuré augmente la dimension verticale. Donc il est évident que l'équilibration, eh bien, c'est le devoir perdre de la dimension verticale puisque les contacts prématurés augmentent cette dimension verticale. Dans cet autre cas d'analyse occlusale, nous voyons très bien qu'il y a un contact prématuré au niveau de la 1, c'est-à-dire du numéro 1, noté sur le modèle, c'est-à-dire la 37, et puis ensuite au niveau de la 47, et ensuite au niveau de la 46. Ces contacts prématurés, qu'ils soient déflecteurs ou que ce soit des contacts prématurés de surocclusion, ce sont des contacts qui induisent une augmentation de la dimension verticale et qui devront être supprimés de telle manière à retrouver la dimension verticale physiologique permettant une fonction de déglutition. Cet autre cas d'analyse occlusale montre comment une intercuspidie peut induire une contrainte au niveau de l'ATM. Pour cela, nous changeons la branche supérieure de l'articulateur pour mettre en place ce qu'on appelle un MPI. C'est-à-dire que vous voyez qu'à la place du boîtier, nous avons un petit cube qui permet d'enregistrer d'une part la position de relation mandibulo-maxillaire de référence et d'autre part la position induite par la contrainte due à l'intercuspidie habituelle. Ce système permet de se rendre compte du type de contrainte qu'on peut avoir au niveau de l'articulation. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue du diagnostic, c'est quelque chose d'intéressant, mais du point de vue du traitement, le traitement sera toujours le même, c'est-à-dire supprimer les contacts déflecteurs, provoquer une détente neuromusculaire, supprimer les contacts déflecteurs, ce qui va permettre de supprimer les contraintes au niveau de l'articulation et de résoudre 99% des pathologies articulaires.
effectivement que la pathologie articulaire soit due à un problème d'occlusion ou que le problème d'occlusion aggrave une pathologie articulaire qui a une autre cause, il est absolument nécessaire de supprimer les contraintes au niveau des articulations temporomandibulaires. Donc en pratique, nous avons d'une part obtenu la relation mandibulo-maxillaire de référence, ensuite nous l'avons enregistrée, nous avons monté sur articulateur, nous avons fait une analyse occlusale, il ne reste plus qu'à faire maintenant une technique d'équilibration. Cette technique d'équilibration, elle va se faire grâce au montage sur articulateur, en supprimant le ou les contacts déflecteurs que l'on voit sur l'articulateur, et nous allons ensuite retrouver une dimension verticale et une intercuspidie. Une fois ceci obtenu, nous n'avons plus besoin de l'articulateur, nous allons équilibrer directement le patient en bouche puisque l'intercuspidie coïncide avec la relation mandibulo-maxillaire de référence, et nous allons nous attacher à supprimer le deuxième type de contacts prématurés qui sont les contacts prématurés de surocclusion qui empêchent une répartition des charges occlusales. Nous allons rechercher cette répartition des charges occlusales sur les prémolaires et les molaires. Et puis ensuite, nous allons respecter le champ fonctionnel antérieur et postérieur en supprimant le troisième type de contact prématuré qui sont les interférences. Ainsi, nous allons pouvoir atteindre un objectif qui est d'obtenir une intercuspidie unique et précise avec des morphologies parfaitement sphéroïdes et des contacts parfaitement punctiformes. Le problème de se poser de savoir si on doit faire des cornoplasties au maxillaire ou à la mandibule est un problème relativement simple. En fait, très souvent, le patient peut nous aider en nous disant « mais c'est la dent du haut ou la dent du bas qui me gêne ». Et vous vérifierez qu'en général, sur vos modèles, ce sont les dents qui sont en malposition. Si on n'a pas d'indication du patient, eh bien le bon sens dicte simplement de modifier la malposition de cette dent, soit par un traitement d'ortho s'il est important, soit si il est très peu important, simplement par une cornoplastie très légère et non invasive. Concernant les dents antérieures, ce sont des dents de préhension, ce ne sont pas des dents d'appui qui permettent la déglutition. Et je vous rappelle qu'elle doit être montée en dehors du champ fonctionnel ou à la limite de ce champ fonctionnel. En aucun cas, elle ne guide véritablement le champ fonctionnel et la cinématique mandibulaire. Elles doivent simplement être à la limite de cette cinématique et ne pas interférer. De même, lorsque le patient déglutit, il ne doit pas y avoir d'appui sur les dents antérieures, c'est-à-dire que on doit pouvoir avoir un papier de 8 microns en double épaisseur, ce qui fait 16 microns, qui doit pouvoir filer entre les dents lorsque le patient serre les dents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression au niveau des dents antérieures.